Bienvenue pour cet échange en ligne, ce webinaire organisé par l'École Polytech de Montpellier pour vous aider, faciliter l'orientation des lycéens vers les écoles d'ingénieurs et puis leur intégration plus tard. Je suis Perla Danan, présidente de Radio Aviva, partenaire de cet événement, et je vais assurer l'animation avec la lourde charge d'être la gardienne du temps. J'ai le soutien pour cette animation de Lydiane Drey, la vice-présidente de la radio, responsable des relations académiques. Alors, nous aurons le plaisir d'être ensemble pendant 1h30 environ, avec l'équipe de Polytech, un inspecteur d'académie, des enseignants de Polytech, bien entendu, et puis un professeur de lycée qui va donner sa perception. Et puis, vous toutes et tous qui êtes connectés, très nombreux. Donc, des proviseurs, d'après la liste des inscrits, des proviseurs, bien sûr des professeurs de collèges et lycées, des CIO, des CPE, des psychologues qui sont venus s'inscrire en nombre, et puis des membres du rectorat, les enseignants, je vous l'ai dit, et puis l'équipe de Polytech, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que de nombreux lycéens se sont également inscrits pour suivre le webinaire. C'est dire que leur avenir et leur orientation les concernent. Donc, bonjour à tous. L'équipe s'est mobilisée pour vous informer, répondre à vos questions. Vous pourrez d'ailleurs envoyer des commentaires pendant les présentations et puis des questions dans l'espace d'écriture qui est affiché sur vos écrans. Un modérateur est là pour les récupérer, les rassembler par thème, et puis elles seront traitées après les présentations en les regroupant, bien entendu. Et bien sûr, chacun pourra y répondre selon sa discipline. L'orientation vers une filiale de formation est la préoccupation majeure des lycéens et de leurs parents, bien entendu. Les professionnels de l'éducation sont régulièrement sollicités sur ces thèmes-là. C'est dire que les aider est précieux. La formulation des vœux des lycéens dans Parcoursup associée à la réforme du baccalauréat associée à la gestion de la crise sanitaire a fait apparaître l'importance d'obtenir des informations à la source. C'est aussi l'objectif de Polytech Montpellier qui a organisé ce webinaire pour éclairer sur les paramètres de choix d'orientation des lycéens et donner les meilleures chances de succès. Si l'on en croit par le grand nombre d'inscrits, cela répond à un besoin réel. Polytech se mobilise aujourd'hui pour vous apporter cette information sur les formations, bien sûr, les modalités de recrutement, les profils adéquats, les attentes pédagogiques dans la filière d'accueil que vous aurez choisi. Voilà. Animé par Radio Aviva, ce webinaire va se dérouler en 5 temps qui précéderont les réponses à vos questions. Voici le déroulé, l'introduction de Lionel Torres qui présentera les objectifs du webinaire, la présentation du réseau Polytech, ses filières, ses spécialités, la présentation des cycles préparatoires du réseau Polytech, l'impact de la réforme du bac et le choix des spécialités, les conséquences de l'abandon de certaines spécialités majeures au lycée et enfin les réponses à vos questions. Donc je commence par passer la parole à Lionel Torres, le directeur de l'école Polytech Montpellier. Bien, écoutez, merci tout d'abord à Liliane et Perla pour animer ce webinaire. C'est un véritable plaisir que de le partager avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être que je vais rappeler en quelques mots les objectifs de ce webinaire. Je crois que ce qui était important pour nous, c'est d'essayer de mieux comprendre ce qui est en train de se passer comme changement au niveau du lycée. Alors, nous avons souhaité apporter une réflexion, bien entendu, entre l'adéquation entre les profils des lycéens et puis les prérequis qui sont nécessaires dans l'enseignement supérieur. Alors, quand je parle d'enseignement supérieur, on va plutôt s'intéresser effectivement aux écoles d'ingénieurs et puis à l'intégration en fait, des néo-bacheliers dans les cycles préparatoires intégrés. Et vous aurez un petit descriptif de ce qu'on fait sur Polytech Montpellier. Alors, il faut peut-être rappeler que cette réforme du bac, elle a été mise en place finalement assez récemment, en 2019, sur lequel ça supprime effectivement des filières qu'on avait l'habitude de voir, des filières classiques, les S, ES, L, au profit d'un enseignement de tronc commun, alors si je ne me trompe pas, qui a sorti de 3 enseignements de spécialité parmi effectivement 12. Alors, si c'est vrai que ça permet aux lycéens d'adapter leur choix ou éventuellement de disposer de parcours diversifiés, il faut aussi que nous nous adaptions.
Nous aurons prochainement donc, ces lycéens qui vont arriver effectivement donc, dans les cycles préparatoires, puis un peu plus tard dans les filières d'ingénieurs. Ils n'auront pas forcément les mêmes connaissances, les mêmes compétences, les mêmes savoir-faire. Et donc, bien entendu, ça nous interroge sur quelle approche pédagogique nous devons avoir pour pouvoir les former au mieux, sachant qu'on va conserver effectivement un niveau d'exigence, bien entendu, et puis un certain nombre de critères aussi liés aux compétences et savoir-faire qu'ils auront à mener pendant leur étude. Alors, si justement cette réforme de lycée se déploie, donc nous parlons souvent de prérequis. Alors, je pense que c'est des points effectivement qu'on aura l'occasion d'évoquer pendant le webinaire. Et je pense qu'il est plus que vraiment indispensable et plus que jamais, j'allais dire plutôt, de travailler entre les lycées et puis l'enseignement supérieur. Alors, on le fait fréquemment, mais je crois que plus que jamais, on a besoin effectivement peut-être d'essayer d'amener un continuum et une cohérence, notamment vis-à-vis des lycéens. Et je pense que ce n'est pas simple aujourd'hui d'avoir un aperçu, entre guillemets, de leur formation en essayant effectivement d'avoir une cohérence globale, non pas uniquement sur les années lycée, mais aussi sur la partie enseignement supérieur et école d'ingénieur. Voilà, donc bien entendu, dans les objectifs qu'on s'est fixés, ça va être informé donc, sur les modalités de recrutement. Vous allez avoir quelques informations à ce sujet-là. Aider aussi les lycées à communiquer sur les choix. Je pense que le fait qu'on puisse communiquer directement donc, avec des enseignants du secondaire, avec des proviseurs, avec les personnels effectivement du secondaire, les inspecteurs, ça va permettre aussi de mieux communiquer sur les choix, mieux communiquer aussi sur ce que nous faisons tout simplement à l'intérieur de ces écoles d'ingénieurs. Et puis l'idée, c'est d'identifier lié à cette réforme du bac, l'évolution effectivement des acquis des néo-bacheliers. Donc ça, c'est quelque chose qui nous interroge. Je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Et puis, bien entendu, on va essayer de les mettre en adéquation avec les attendus pédagogiques à Polytech. Voilà, donc c'est un petit peu les objectifs qu'on s'est fixés. Moi, je vais laisser la parole effectivement à d'autres collègues qui vont intervenir pour pouvoir présenter la suite, bien entendu, de ce webinaire-là. Moi, je souhaite tout simplement remercier tous les participants, les panélistes qui ont accepté d'échanger avec nous. Comme l'a dit Perla et Liliane, c'est quelque chose qui se veut dynamique, donc on va prendre des questions, on va effectivement les modérer pour essayer de les donner sous la forme de grands thèmes. Et donc, je crois que plus que jamais, il faut que l'orientation des lycéens doit être accompagnée et expliquée, et c'est ce qu'on va essayer de faire pendant ce webinaire. Voilà, donc merci à tous encore une nouvelle fois. Et puis, Perla, je te redonne le micro pour la suite des interventions. Merci Lionel Torres. Je rappelle que vous êtes directeur de l'école Polytech de Montpellier, ce magnifique établissement d'ailleurs, au sein de la faculté des sciences de l'Université de Montpellier. Alors, que sait-on de l'école Polytech? Ce qui fait la force de ces écoles? Est-ce que c'est un réseau ou non, etc. Donc, c'est Catherine Faure, la directrice adjointe chargée des études à Polytech, qui va prendre le relais pour nous permettre de mieux connaître Polytech et son réseau. Merci Perla, donc bonjour à toutes et tous. Effectivement, très rapidement, je vais vous donner quelques éléments d'information sur le réseau Polytech et sur Polytech Montpellier en particulier. Donc le réseau Polytech, c'est un regroupement de 15 écoles publiques accréditées par la commission des titres d'ingénieur et qui va délivrer du coup un diplôme d'ingénieur dans 12 grands domaines de formation en matière d'ingénierie qui vont de l'informatique aux matériaux en passant par le génie civil, l'alimentaire, l'environnement, etc. Donc aujourd'hui, c'est un réseau qui compte. C'est le réseau qui va diplômer 10% des élèves ingénieurs français chaque année. Donc c'est le plus grand réseau en termes de nombre de diplômés. Et à ce titre, et au titre également de la qualité des formations qu'il délivre, c'est un acteur important au sein d'instances comme la Conférence des grandes écoles ou bien la CDFI. Et puis, c'est un interlocuteur privilégié du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Alors, derrière ce mot réseau, en fait, il n'y a pas qu'un mot, il y a aussi des valeurs partagées et puis des actions communes réellement, que ce soit en termes de procédure d'admission post-bac ou bien de procédure d'admission à l'entrée du cycle d'ingénieur. Ce sont également des modalités d'évaluation des enseignements qui sont communes au travers d'un règlement des études commun révisé ensemble chaque année, et puis surtout un programme de classe préparatoire intégrée, ce que l'on nomme nous le PEIP pour parcours des écoles d'ingénieurs Polytech, programme qui est conçu de manière commune entre les différentes écoles et qui permet donc à un élève qui aurait fait sa classe préparatoire PEIP dans une école d'intégrer sans difficulté une spécialité au sein d'une autre école du réseau.
Alors, si maintenant je vous dis quelques mots sur Polytech Montpellier, donc c'est une école qui fait partie des écoles fondatrices du réseau Polytech et qui, depuis plus de 50 ans, au sein de l'Université de Montpellier, diplôme des ingénieurs dans 6 grands domaines: la mécanique, le génie de l'eau, l'électronique, l'informatique, l'agroalimentaire et les matériaux. Et pour 4 de ces diplômes, on a la possibilité de réaliser un parcours par la voie de l'apprentissage. Donc en cycle d'ingénieur, cela représente 950 élèves. Et ces futurs ingénieurs donc, sont recrutés pour moitié après une formation Bac+2 de type licence, DUT ou une classe préparatoire aux grandes écoles suivie d'un concours. Et pour moitié, ils sont issus de notre classe préparatoire intégrée. Et l'admission dans cette classe préparatoire se fait après le bac en passant le concours GEPI Polytech. Donc, sur Montpellier… Effectivement, qui décrit le processus. Excusez-moi, je vous expliquer une minute pour qu'on ait le temps de mettre le transparent. Oui, tout à fait. Effectivement, le processus va être décrit par la suite. Voilà. Donc, je vais laisser la parole du coup à Monsieur Monnery, qui est co-responsable de cette classe préparatoire intégrée sur Montpellier. Très bien, merci. Je vous remercie, Catherine Faure. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe chargée des études à Polytech. Et merci pour cette présentation. Alors, on va voir à présent comment les élèves vont intégrer ces fameuses prépas. Yann Monnery, co-responsable du cycle PEIP, qui va nous parler des classes préparatoires, des concours d'entrée, etc. Comment on intègre Polytech? Je pense que tous les élèves qui sont à l'autre bout là, des écrans vont être très intéressés par ce que vous allez leur révéler. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de vous préciser comment on rentre dans cette classe prépa, peut-être qu'on peut vous dire quelques mots sur ce que sont ces classes prépa. Donc, ce sont des classes prépa qui sont intégrées au réseau. À la différence des classes préparatoires aux grandes écoles, vous avez un concours de recrutement en entrée, mais vous n'avez pas de concours à passer une fois que vous avez réalisé votre cycle préparatoire. Il suffit de réussir son cycle préparatoire, donc d'être bien préparé au cycle ingénieur, pour avoir de droit une place dans ce cycle ingénieur. Donc, un concours à passer après le bac, mais derrière, la garantie d'aller jusqu'à un parcours d'ingénieur si on travaille correctement, si les acquis de l'apprentissage sont là. Donc, ces acquis d'apprentissage concernent quoi? Essentiellement un socle commun de sciences, maths, physique, chimie, informatique, et puis des formations transversales de type, pour les métiers de l'ingénieur, du type communication, anglais, etc. Alors, pour les étudiants qui n'ont pas fait, qui sont en terminale et qui ont pris l'aspect maths et l'aspect physique-chimie, aucun souci, vous êtes parfaitement dans le profil. Pour les autres, ce sera, comme l'a dit notre directeur, l'occasion de nous mettre à niveau et d'essayer de vous proposer des moyens de remédiation pour avoir la possibilité de suivre cette formation dans les meilleures conditions possibles. Vous aurez aussi la possibilité, pendant ces 2 ans de classe préparatoire, de découvrir, d'avoir un avant-goût des spécialités de l'école et des parcours d'ingénieurs en réalisant des TP découvertes avec les spécialités, avec les formateurs de l'école au niveau ingénieur. Et puis, quand vous aurez fini ce parcours-là, vous avez la possibilité de choisir parmi les 90 spécialités proposées dans tout le réseau Polytech sur toute la France. Si vous avez fait votre classe prépa à Montpellier, vous n'êtes pas obligé de rester à Montpellier. Si vous avez une spécialité qui vous plaît un petit peu plus dans une autre ville de France, vous avez tout à fait la possibilité d'y aller et vous ne serez pas mieux ou moins bien classé. Vous êtes libre d'aller où vous voulez dans le réseau. Là, je m'adresse aux parents. C'est aussi la possibilité de garder son enfant jeune adulte dans un giron familial le temps des classes préparatoires et puis ensuite de le laisser s'envoler un petit peu plus loin. Et enfin, nous avons une vie étudiante avec le bureau des étudiants, BDE, dont le logo est indiqué en bas, là, ici, en toute modestie, un dragon. C'est l'occasion pour nos étudiants de classe prépa de s'intégrer au milieu du monde de la vie étudiante de l'école ingénieure et ils travaillent main dans la main avec les élèves ingénieurs. Alors, Pardon ? C'est déjà un message, le logo. Oui, c'est déjà un message. Oui. Bon, malheureusement, la période n'est pas idéale en ce moment, mais les années antérieures, on constate que c'est une très belle vie que cette vie étudiante au travers de ce bureau des étudiants. Comment rentrer dans ces classes prépa?
une seule possibilité, c'est passer le concours qui s'appelle GEPI, G-E-I-P-I. Donc, c'est un concours sur lequel il faut vous inscrire dans Parcoursup. Quand vous vous inscrivez à ce concours-là, dans Parcoursup, ça réalise un vœu. Et à l'intérieur de ce concours, vous avez 34 choix qui sont en réalité des sous-vœux gratuits. Parmi ces sous-vœux, vous avez toutes les écoles du réseau Polytech, plus quelques autres écoles. Si vous voulez venir à Polytech Montpellier, il vous faut cocher Polytech Montpellier. Vous avez deux parcours possibles, sciences et techniques de l'ingénieur, qui est le parcours le plus large, et biologie, qui est un parcours avec un petit peu moins de place. Ensuite, une fois que vous êtes inscrit, les dossiers seront étudiés. Pour les meilleurs de ces dossiers, vous passerez un entretien de motivation. Et pour la majorité des autres candidats, vous passerez une épreuve écrite qui contiendra un sujet de mathématiques plus un autre sujet à choisir parmi votre spécialité complémentaire, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, numérique et informatique ou SI, sciences de l'ingénieur. Voilà, ensuite, vous serez classé ou non classé. Et si vous êtes classé, on espère avoir la chance de vous voir à la rentrée prochaine universitaire. Quelques idées pour le profil de nos étudiants. Donc, en première année, nous avons 150 étudiants à peu près dans le parcours sciences et techniques de l'ingénieur et 25 étudiants dans le parcours biologie. Alors, nos formations sont réalisées pour les enseignements théoriques sous la forme de cours magistraux. Donc, ce sont des cours en amphithéâtre. Et puis ensuite déclinés en groupes de TD pour réaliser des exercices et comprendre les enseignements qui ont été donnés de manière théorique, et puis des TP également. Alors comme c'est un mode de fonctionnement qui est très éloigné de celui de la terminale, pour la première année, une partie des cours théoriques sont quand même réalisés en petites classes de TD pour permettre aux étudiants de s'habituer progressivement au monde de l'enseignement supérieur. On a un taux de filles en très nette augmentation les dernières années. On est aujourd'hui à peu près à 50% de filles, à peu près 40% de boursiers dans nos formations. Et puis les étudiants nous posent souvent la question, quelle note il me faut pour rentrer? Alors nous, ce qu'on peut vous dire, c'est que quand on fait a posteriori l'analyse des étudiants qui ont passé le bac, à peu près 80% de nos étudiants, sur le format ancien bac S, ont soit mention bien, soit mention très bien au bac. Donc, voilà, plutôt des très bons profils. Voilà. Et vous voyez que l'essentiel de notre recrutement s'effectue parmi les étudiants d'Occitanie. C'est la preuve que la notion de réseau fonctionne. Les étudiants vont faire leur classe prépa proche de leur lieu d'origine et ensuite partiront dans le réseau, dans les différentes filières d'ingénieurs. Voilà, j'en ai fini pour ma part. Merci, merci infiniment Yann Monnery. Je rappelle que vous êtes co-responsable. Vous êtes correspondant. On a une petite interférence. Donc, je rappelais que vous êtes co-responsable du SIC PUP et donc vous nous avez vraiment, je pense que vous avez alléché tout le monde par rapport à l'intégration que vous assurez avec beaucoup d'accompagnement, semble-t-il, au niveau de Polytech Montpellier. Alors, nous allons à présent savoir, pour éclairer les choix à faire, c'était compliqué de ne pas faire un rappel sur la réforme du bac, un retour sur l'importance des choix des spécialités, etc., des préconisations stratégiques de ces choix. Et donc, pour avoir quelques statistiques nationales et régionales de choix de spécialités, Jean-Pierre Delorme, qui est inspecteur d'académie pour les sciences et techniques industrielles, et Caroline Vigreux, chargée de la relation lycée à l'école Polytech, vont nous éclairer là-dessus. Oui, merci beaucoup. Alors, excusez-moi, j'ai été obligée de changer, le slide était bloqué. Donc, bonjour à tous et toutes. Alors, effectivement, avec Jean-Pierre Delorme, nous avons pensé que pour avoir une idée du profil des bacheliers qui vont intégrer le parcours des écoles d'ingénieurs Polytech, il était intéressant de regarder un petit aperçu des statistiques de choix des spécialités par les étudiants sur ces 2 dernières années. Donc, Monsieur Delorme, qui est inspecteur d'académie, peut intervenir quand il le souhaite, s'il a des choses à ajouter.
Donc, sur ce premier transparent, on voit les 10 spécialités les plus choisies en première par les élèves de première en 2019 et 2020. Donc, en 2019, ce sont les données en foncé. En clair, on a les données de 2020. Tout ce qui est bleu concerne les spécialités scientifiques et en orange, ce sont les matières non scientifiques. Donc, ce que l'on voit déjà, c'est qu'en 2019, il y avait 68,7% des élèves en première qui avaient choisi mathématiques et qu'il n'y en a plus que 63,7% en 2020. Pour la physique-chimie également, on voit une petite baisse de 46,7 à 43,4, baisse qui est également visible pour la SVT, pour le numérique et sciences informatiques et également pour les sciences de l'ingénieur. À l'inverse, on voit clairement qu'on a une augmentation de la demande au niveau des matières non scientifiques. Et au niveau régional, puisque ça, c'était des statistiques nationales, on a exactement les mêmes tendances. J'ai entouré ici, vous voyez qu'au niveau des sciences, on a clairement une baisse, à part pour NSI. Alors, pour SI et NSI, peut-être il est bon de signaler que ces 2 spécialités ne sont pas offertes dans tous les lycées. Et peut-être, M. Delorme veut nous dire 2-3 mots sur ces 2 spécialités en particulier. Oui, alors globalement, bonjour à tous. Je me présente quand même inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional en sciences et techniques industrielles, mais là, je suis plutôt dans un rôle de représenter mes collègues sur toutes les disciplines, scientifiques particulièrement, par rapport à ce lien avec Polytech. Je remercie Polytech, on a quand même un lien fort avec l'école depuis plusieurs années, car chaque année, on organise les Olympiades de sciences de l'ingénieur dans les locaux de l'école Polytech avec les élèves de terminale. Voilà, cela dit, donc la plupart des chiffres qui ont été présentés au niveau académique, il y a une correspondance, hein, donc on n'est pas en marge par rapport au national. Néanmoins, il y a 2 tendances sur le plan des sciences de l'ingénieur. Donc, il y avait le bac, on l'a rappelé tout à l'heure, hein, avant la réforme, il y avait le bac S avec 2 matières dominantes, une qui était les sciences de l'ingénieur et l'autre matière, sciences de la vie et de la terre. Sur l'Académie de Montpellier, le pourcentage est toujours resté à 10%, c'est-à-dire 10% d'élèves de sciences de l'ingénieur par rapport à 90% d'élèves qui faisaient un bac S, SVT, sciences de la vie et de la terre. Mais ça vient du fait que tous les établissements n'offraient pas cette formation SI et il y avait peu d'engouement à l'offrir puisque ça fait une quinzaine d'années que je suis dans l'académie en tant qu'inspecteur et j'ai connu que 2 proviseurs, celui du lycée Joffre il y a 5 ou 6 ans et celui du lycée Arago de Perpignan, qui ont fait la demande d'ouvrir une SI et qui n'ont pas eu gain de cause, en fait, ils n'ont pas pu ouvrir. Alors, par contre, l'autre spécialité un peu particulière, là, par rapport à ce qui a été présenté, c'est NSI, numérique et sciences informatiques, qui est vraiment une nouvelle spécialité, c'est un nouvel enseignement, en fait, qui se met en place à partir de la seconde à travers un enseignement de tronc commun qui s'appelle SNT, hein, sciences numériques et technologies. Puis après, les élèves peuvent choisir parmi les 3 enseignements de spécialité en première, NSI. Là, il y a une véritable volonté quand même de l'académie hein, d'ouvrir un peu dans tous les établissements et de faire en sorte, par exemple, c'est le cas sur Nîmes, que des établissements mutualisent et accueillent pour faire cet enseignement des élèves venant de l'extérieur. Alors, si je vous donne les vrais chiffres actuellement hein, des élèves qui suivent les sciences de l'ingénieur, on a 167 élèves actuellement en terminale, c'est pas grand-chose. Et par contre, en NSI, on a 542 élèves. Ouais. Hein, donc, il y a quand même une grosse différence qui fait qu'on représente, NSI représente quand même un poids assez fort. Tout à fait. Alors, j'ajoute que on a tous des représentations et qu'on voit toujours cette prédominance des mathématiques. Bon, c'est historique, hein. On ne disait pas à l'époque on va en classe préparatoire aux grandes écoles. On disait on va en maths sup. Oui, c'est vrai. Ça reste historique. Et je voudrais insister sur le fait que les sciences ne se font pas qu'à travers les mathématiques et que bien évidemment, il est très très important d'avoir des prérequis de mathématiques, mais il est très important aussi, par exemple, de comprendre les phénomènes physiques hein, et de comprendre comment les investigations que font les ingénieurs pour développer des produits. Et puis aussi comprendre comment se programment les objets aujourd'hui qui sont pour la plupart
des objets programmables. Donc, il y a peut-être une réactualisation de nos représentations, je dis nos, je me mets dans le lot de tous, à faire là-dessus. Voilà le premier discours que je peux avoir et je retourne la parole à Caroline. Merci à Pierre Delorme. Je rappelle que vous êtes inspecteur d'académie pour les sciences et techniques industrielles et que vous représentez là le rectorat, l'académie en termes d'enseignement scientifique. C'est ça. Ok, donc maintenant qu'on a vu les spécialités en première, donc un rapide aperçu des spécialités les plus choisies en terminale. Donc là, ça va aller vite. En fait, c'est pour vous montrer que, par exemple, il y avait 68,7% des élèves de première qui avaient choisi mathématiques en 2019 et il n'y en a plus que 41,1% en terminale. Donc, c'est un tiers des élèves qui abandonnent les mathématiques, un tiers des élèves qui abandonnent la physique-chimie et même constat pour toutes les matières scientifiques. Bon, ceci dit, tous les élèves doivent abandonner une matière, donc c'est normal qu'il y ait une baisse. Alors, ce qui est plus intéressant maintenant, c'est de regarder le profil des élèves, par exemple, qui ont fait les choix de triplettes entièrement scientifiques. Donc, par exemple, en 2019, donc à l'échelle nationale, on avait 28,3% d'élèves qui avaient la triplette maths, physique, chimie, SVT. Alors, ça chute en 2020, hein, moins de 5% à peu près. Et puis, des petits pourcentages sur maths, physique, chimie, NSI ou maths, physique, chimie, SI. Et à l'échelle régionale, on n'a que les données en 2019, mais c'est à peu près les mêmes chiffres. Alors, le trio maths, physique, chimie, SVT, en gros, c'est le bac S d'avant. Et si je ne dis pas de bêtises, il y avait à peu près un quart des élèves qui choisissaient le bac S. Donc, ça veut dire qu'on est, de ce point de vue-là, à peu près dans les mêmes chiffres. J'ajoute, je fais une remarque, oui. Je vous coupe. Bien sûr. Que parmi, donc on va mettre à part les élèves qui étaient investis, puisqu'ils ne représentaient que 10%, parmi tous ceux qui choisissaient ces trois matières, donc maths, physique, SVT, moins de 50% allaient vers les sciences quand même. D'où la réforme. C'était aussi le but de la réforme. Tout à fait. Effectivement, il y avait peut-être un quart des étudiants qui allaient en bac S, mais beaucoup n'aimaient pas les sciences. Donc, ils ne se retrouvaient pas dans les filières scientifiques après. Alors, sur ces derniers transparents, en fait, c'est probablement les plus importants pour la discussion d'aujourd'hui parce que finalement, sur ce transparent, on va retrouver tous les profils qui sont susceptibles d'intégrer le réseau Polytech à la rentrée, c'est-à-dire tous ceux qui, en terminale, ont gardé une doublette scientifique, en quelque sorte. Donc, on a les doublettes classiques maths, physique, chimie, ça représente 19,5% des terminales. Ensuite, on a 3 associations avec mathématiques, donc soit avec SVT, NSI ou SI. Alors là, la première remarque, c'est que si on somme ces pourcentages, on s'aperçoit qu'il nous manque 10% des élèves qui avaient choisi mathématiques comme spécialité. Donc, ça veut dire qu'il y en a 10% qui ont associé les mathématiques avec une autre matière, c'est-à-dire une matière non scientifique, comme la SES ou le cinéma, peu importe en fait. Donc, ceux-là, clairement, ne pourront pas postuler en école d'ingénieur, en tout cas dans le réseau Polytech. Et on a des nouveaux profils, donc qui sont les élèves qui ont gardé physique, chimie et SVT et qui ont abandonné la spécialité mathématiques. Donc ça, c'est presque 13%, donc c'est un gros vivier en fait d'étudiants. Pour la majorité, ils ont certainement pris maths complémentaires, mais je n'ai pas les chiffres à ce sujet. Et on a exactement les mêmes chiffres à l'échelle régionale, même avec un peu plus d'élèves encore, avec cette doublette physique-chimie SVT, mais à peu près la même quantité d'élèves sur la doublette maths physique-chimie. Donc, en gros, ici, là, sur ce transparent, on a tous les élèves, tous les nouveaux bacheliers qui sont susceptibles de postuler sur le réseau Polytech. Et effectivement, on voit la diversité de profils, notamment entre ceux qui auront abandonné les mathématiques ou au contraire, ceux qui l'auront gardé, mais au détriment, par exemple, de la physique-chimie. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur ces statistiques, mais ça permet d'avoir un bon aperçu du profil de nos nouveaux étudiants. Merci Caroline Vigoeux. Je rappelle que vous êtes chargée de la relation lycée à l'école Polytech. Merci pour cet éclairage sur justement le choix des spécialités. Je voudrais à présent passer la parole justement pour l'intervention suivante. On a il y a des spécialités mais dites majeures qui ont été supprimées. Quelles conséquences cela peut-il avoir justement? Donc vous avez choisi d'avoir le regard d'un enseignant en lycée. Effectivement, au moment où les lycéens formulent leurs vœux sur la plateforme Parcoursup. Donc, ils découvrent les compétences et les connaissances qui favoriseront leur réussite dans la formation qu'ils voudront intégrer.
Alors, merci à Fabienne Bardy-Méjean, professeure de sciences physiques au lycée Jean Jaurès à Saint-Clément-de-Rivière, qui va nous faire part de ses réflexions sur justement les conséquences de ces abandons de certaines spécialités dites majeures. Bonjour à tous. Oui, effectivement, j'enseigne la physique-chimie. Je me suis déjà entretenue avec Madame Vigreux il y a une quinzaine de jours. On a fait le point. Donc, chez nous, nous avons à l'heure actuelle 2 classes complètes qui ont gardé physique, chimie, SVT. Et en grande majorité, ces élèves ont choisi de prendre l'enseignement en maths complémentaires. Puis, nous avons 2 classes de maths physique. Et grosso modo, ça nous fait l'équivalent d'une classe maths informatique. Pas complète, puisqu'en informatique, ils doivent être une vingtaine. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Nous, moi, en l'occurrence, j'ai une classe physique SVT cette année, où la totalité des élèves ont choisi maths complémentaires. Au début, bon, j'avoue que j'ai été un peu sceptique en ce qui concerne l'abandon des mathématiques, qui est quand même fortement utile dans ma discipline. Là, au bout de 6 mois, je m'aperçois que finalement, bon, le choix de maths complémentaires est quand même un choix qui me satisfait pour une grande majorité d'élèves, parce que dans la classe que j'ai, beaucoup d'entre eux vont aller vers des études médicales ou paramédicales. Donc, le maths complémentaire se justifie. Par contre, il me semble quand même que pour des élèves qui veulent poursuivre en école d'ingénieur, maths complémentaire, ça risque d'être un peu juste sur certaines parties du programme. En ce moment, on traite l'électricité. Il y a un chapitre sur le condensateur. On a abordé donc les équations différentielles. Là, je trouve que les élèves ont davantage de difficultés, même si c'est une partie qui est traitée en maths complémentaires. Mais comme ils n'ont que 3 heures, je trouve qu'ils rencontrent davantage de difficultés que ce que j'ai fait en amont. Maintenant, pour moi, en ce qui me concerne, comme j'ai expliqué à Madame Vigreux, je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul. Les élèves ont quand même perdu 6 mois d'enseignement l'année dernière et je pense qu'on paye quand même cette coupure au niveau des apprentissages, qu'on va mettre quand même du temps à récupérer. Bien sûr. Au niveau du programme de physique, le programme il a été quand même bien rehaussé. Donc, les exigences sont à la hausse. C'est bien. Le programme est intéressant. Globalement, on est satisfait de ce programme. Par contre, il est très dense. Donc, c'est vrai qu'on a du mal avec des élèves à qui il manque quand même un certain nombre d'heures. C'est vrai que c'est une année particulière à la fois pour le Covid, mais pas uniquement, parce que ces élèves qui sont nés en 2003 n'ont pas eu le programme qu'ils auraient dû avoir et qui correspond à cette réforme puisqu'elle a été prise en cours de route. Donc, pour l'instant, pour cette année-là, que j'ai en terminale, je pense qu'il faudra quand même des aménagements. Parce qu'il y a des parties, l'électricité, ce sont des élèves qui n'en ont pas fait depuis le collège. Ils auraient dû en faire l'an dernier en première, mais bon, on sait en première ce qui s'est passé l'an dernier à partir du mois de mars. Donc, on a quand même des manques. C'est le cas également de l'optique qu'on doit également aborder, qui aurait dû être abordé dans le nouveau programme de seconde et que ces élèves n'ont pas eu. Mais pour nous, globalement, le nouveau programme était quand même le bienvenu, que ce soit en seconde, première et terminale en physique. Maintenant, je pense qu'il faudra un certain nombre, un peu de temps avant de s'adapter quand même. Pour l'instant, ce n'est pas toujours simple. C'est une transition. Oui, on est dans une période de transition. Très bien. Je peux me permettre une remarque? Oui. Pour remercier le témoignage de Madame Bardy, je confirme en tant qu'inspecteur qu'effectivement, dans toutes les disciplines, on en a rajouté dans les programmes. On ne les a pas allégés. Ce qui m'a valu de dire, dans mon domaine, les sciences de l'ingénieur, qu'un élève de bac qui maîtriserait tous les savoirs du programme de sciences de l'ingénieur de terminale, il serait déjà ingénieur. Bon, j'ai exagéré un peu, si vous voulez. Mais on est comme ça. Par contre, une deuxième remarque dans ce que vous avez dit, notamment par rapport à vos difficultés pour traiter certains chapitres, notamment en électricité.
beaucoup de grands physiciens le disent, je pense à Étienne Klein, mais il y en a bien d'autres, le défaut français, c'est d'enseigner la physique sous forme d'équations mathématiques, hein, une loi de la physique. Moi, le condensateur, je suis prof d'électronique, le condensateur, je n'ai pas besoin des lois de la physique pour l'expliquer. Voilà. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous, mais nous, on doit appliquer le programme. Oui, oui, bien sûr, non, mais ce n'est pas pour vous critiquer, voilà. C'était très bien votre témoignage. Oui. On a dit TP, donc le TP sur le condensateur, c'est intéressant, mais on a aussi cette partie quand même plus théorique, et c'est là où les élèves ont quand même un peu plus de difficultés. Maintenant, je vous dis bien, c'est une année quand même à part, donc il est difficile de tirer un constat général sur cette année. Je pense qu'il va nous falloir 2 ou 3 ans avant de vraiment dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Mais ce dont je suis convaincue, c'est que les jeunes qu'on a cette année auront besoin quand même d'un accompagnement très particulier. C'est pas simple. Nous, on est en demi-jauge au lycée, donc on les voit une semaine sur 2. On fait à peu près en physique, on a décidé quand même de faire nos cours en visio pour ne pas les perdre. Mais c'est vrai que c'est pas toujours simple. Bien, je vous remercie. Enfin, il faut vraiment prendre bien conscience que ces jeunes auront quand même des manques et qu'ils ont vraiment besoin qu'on soit à leur écoute. Et ils se sont vraiment rendus compte que le côté de l'enseignant en classe était primordial. Là, je pense qu'eux, ils en sont vraiment convaincus. Très bien. Donc, une année d'adaptation à la fois pour vous et puis pour ceux qui vont les recevoir à l'université. Oui, je pense qu'il faudra vraiment les aider. S'il vous plaît, je peux faire une remarque? Oui. Oui, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Voyons les choses sous un angle vraiment positif. Ceux qui ont fait Maths P et le programme de physique-chimie de cette année ont quand même vraiment tous les atouts pour réussir chez nous. Je connais très bien le programme de terminale de cette année et je connais très bien le programme dont on a besoin dans nos classes prépa. Ces élèves-là seront tout à fait bien adaptés, même si, compte tenu des situations Covid, ils ont eu des heurts dans leur formation. En revanche, je pense qu'il faut dire les choses aux étudiants telles qu'elles sont. Ceux qui n'ont pas pris Maths P mais qui ont pris maths complémentaires, je veux bien qu'on n'ait pas besoin de maths pour certaines zones de la physique, mais ces étudiants-là, il faut qu'ils s'attendent à devoir se remettre à niveau au travers de formations que probablement nous leur proposerons. Il faudra qu'ils se remettent à niveau entre la terminale et le début de leur classe prépa. Voilà. Il faudra qu'ils passent un été studieux. On leur proposera probablement des formations de remise à niveau, mais maths complémentaires, ce n'est pas suffisant pour faire des classes préparatoires à destination d'un cycle ingénieur. Merci Yann Monnery pour ces précisions, effectivement, et merci à Madame Fabienne Bardy-Méjean. C'était important d'avoir le regard d'un professeur de sciences physiques, justement, sur ces réformes. Alors, nous arrivons à ce premier temps de séminaire où chacun, justement, a présenté l'impact de la réforme et aussi les prérequis pour entrer à l'école Polytech Montpellier ou dans le réseau Polytech. Bien sûr, beaucoup de changements, des questions de chacun, certainement. On a reçu des questions, justement, pendant les présentations. Nous allons passer un temps là à répondre à ces questions-là, avec, bien sûr, en toile de fond, la réforme du bac, l'annulation de certaines épreuves qui ont conduit les écoles à modifier leur regard sur les modes de recrutement, bien sûr, à mieux prendre en compte les dossiers de l'étudiant, le contrôle continu, la diversité des profils, les nouvelles compétences et en retour à réfléchir sur les évolutions à mettre en place dans les formations du supérieur. Vous parliez tout à l'heure d'accompagnement, un peu de rattrapage d'acquis. Donc, je vous propose de passer aux questions qui ont été reçues pendant le webinaire et puis chacun des intervenants va y répondre. Alors, une des questions qui revient souvent, c'est au niveau des profils des nouveaux bacheliers. Qu'en est-il du profil des lycéens nouvelle génération? Alors, qui est-ce qui est d'accord pour éclairer là-dessus, effectivement, sur ce profil des lycéens? On a vu que les choix sont en train d'évoluer vers l'équilibre entre maths et physique, etc., et les sciences de la vie. Donc, qui est-ce
qui peut répondre Je ne suis pas sûre de comprendre la question parce qu'elle est très vaste, en fait, cette question, puisque les profils, comme on l'a vu, ils sont justement très différents selon les choix de spécialité. Donc, ils veulent s'orienter vers, par exemple, des filières bio. Est-ce que c'est un souci s'ils n'ont pas gardé SVT en terminale, par exemple? oui. Euh, Alors, oui. La question, c'est, je pense que ce qui ressort, c'est en fonction du choix des disciplines, des spécialités en terminale, est-ce que ça va être un handicap ensuite pour entrer dans les écoles d'ingénieurs? Alors, je peux dire un mot, puis mes collègues ajouteront leurs commentaires. À partir du moment où on est dans les doublettes, disons, que j'ai montré, les élèves ont leur chance, en fait, dans le réseau. Il est certain que s'ils ont choisi SVT plutôt que de physique-chimie, c'est sans doute qu'ils sont plus attirés par la biologie. Donc, c'est normal peut-être de les retrouver après plus sur des parcours liés à la biologie. Donc, je pense qu'ils ont fait quand même leur choix en fonction de leur goût et de leurs aspirations. Voilà, donc je pense que ceux qui n'aimaient pas ou qui ont abandonné la SVT l'ont peut-être fait simplement parce qu'il fallait abandonner une matière, mais ceux-là auront pris SVT en général en première. Donc, ça veut dire qu'ils auront fait la SVT. Voilà, donc je pense que tous les profils que j'avais montrés dans le dernier transparent sont des profils acceptables, même si pour certains, il y aura effectivement, comme l'a dit Yann Monnery, des choses à revoir et à se mettre à niveau, en fait. Donc, vous êtes optimiste justement sur Oui. l'acquis des lycéens et leur capacité justement à intégrer. Oui, je pense qu'un élève qui a de bonnes notes, qui est un élève persévérant et qui travaille, quel que soit son choix de matière scientifique, pourra avoir sa place dans le réseau. Il n'y a pas de souci. Alors, on a parlé de… Oui? Oui, une simple remarque. Hein. Je pense qu'effectivement, je rajoute, je confirme, hein, tous les choix de doublettes qui ont été présentés permettent de réussir du côté des études scientifiques. Il n'y a aucun problème. Mais pensez quand même à une chose, c'est que depuis pas mal d'années, on parle d'évaluation de compétences, Oui. et pas d'évaluation de savoir. Donc, il faut que chaque niveau s'adapte au niveau précédent. Et je le vis en m'occupant de l'éducation prioritaire dans un collège. On peut pas se permettre, c'est ce que j'ai expliqué aux enseignants du collège, on ne peut pas se permettre de dire ça vient de nos collègues de l'école primaire. Non, non. Il faut s'adapter aux gamins qui viennent de l'école primaire tels qu'ils sont aujourd'hui. Et je crois qu'on est tous conduits à faire ça, en fait. Donc, avec une demande d'adaptation à chaque niveau. On est presque obligé. De l'acquis de l'élève. Voilà, l'art de la pédagogie, c'est de s'adapter à son public, à son époque. Et effectivement, leur comportement est différent aujourd'hui de ceux d'il y a 10 ans. Alors, je crois qu'Yann Monnery voulait ajouter quelque chose. Vraiment, je pense qu'il faut rassurer les étudiants de terminale. Moi-même, ma fille est en terminale. Je pense que leur avenir professionnel n'est absolument pas lié à la prise ou à l'abandon d'une spécialité en terminale. Voilà, c'est un éclairage, c'est un complément de formation ou pas. L'enseignement supérieur a bien évidemment envie, enfin surtout n'a pas envie de se priver de tous les talents qui pourraient venir de la terminale. Donc on adaptera très clairement nos formations pour épauler les étudiants. Alors, bien sûr, l'étudiant qui a choisi que des matières littéraires n'est pas a priori l'étudiant qui se destine à faire une formation scientifique. Mais voilà, tout autre étudiant qui aura fait un choix admissible sera épaulé pour réussir dans l'enseignement supérieur. Donc, il y a une des questions qui relaie votre commentaire là en disant est-ce qu'il y aura des cours de rattrapage qui vont être proposés? Des cours, je ne sais pas, ce sera à façon. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pendant la période estivale, on proposera des pré-cours de remise à niveau. Voilà. Peut-être qu'il faudra être un petit peu plus studieux pour se remettre à jour sur telle ou telle formation. Alors, on a à nouveau des questions sur les mathématiques. Hein, c'est un peu le cœur. C'est vrai qu'il a couru un peu le bruit que les mathématiques étaient bradées. Alors, on a vu que ce n'était pas le cas. Seront-ils en difficulté s'ils ont abandonné les mathématiques en terminale? Et comment ça va se passer s'ils intègrent Polytech? Oui? Oui, je pense qu'abandonner complètement les mathématiques, ça risque d'être un petit peu compliqué. Yann Monnery a évoqué le fait d'avoir pris maths complémentaire qui allait demander un travail personnel pour se remettre à niveau un petit peu pendant l'été. Et ce que je voudrais ajouter, parce que la question a été posée également pendant les interventions, c'est que pour ceux qui ont pris maths expert, là pour le coup, ça va donner un vrai confort lorsqu'ils vont intégrer l'enseignement supérieur.
pas forcément pour le concours GEPI qui a été évoqué tout à l'heure, parce que ça, c'est pas pris en compte au niveau du concours, mais en revanche, il y a un certain nombre de notions qui sont abordées et qui sont vraiment importantes pour l'enseignement supérieur. Voilà. Donc, c'était aussi pour conforter tous ces élèves. Madame Bardy a évoqué qu'il y en avait plusieurs qui avaient pris cette option. Donc, voilà. Pour les élèves qui nous écoutent, accrochez-vous parce qu'après, vous serez bien plus à l'aise. C'est ça. Dans le cursus. Alors, j'ai une question aussi qui s'est posée sur le tempo de l'adaptation. Les formations du supérieur vont-elles s'adapter à la diversité de ces nouveaux bacheliers et à quelle échéance? C'est vrai qu'on se questionne sur la façon dont vous allez pouvoir orchestrer tout cela. Alors, on a commencé à réfléchir effectivement à ce qu'évoquait M. Monnery, c'est-à-dire des modules qui pourraient être proposés aux étudiants sur la période estivale. Mais il est évident que c'est une réflexion qui est dynamique, qui va s'incrémenter également de ce que nous, on perçoit quand les élèves vont nous arriver en classe préparatoire et on va adapter cette année et pour les années à venir, les remises à niveau ou soutien qu'on peut mettre en place à l'échelle de l'école, mais pas que. Il y a une vraie réflexion qui est engagée également au niveau du réseau Polytech pour avoir justement des capsules de soutien ou d'accompagnement dans les domaines des mathématiques et de la physique, notamment, mais pas uniquement. Je ne sais pas si tu souhaites compléter, Yann, par rapport à ça. Excuse-moi, je répondais en même temps dans les questions dans le chat. Vas-y, est-ce que tu peux me redire de quoi ça parle 2 secondes, s'il te plaît? Ah, on ne t'entend plus. Non, j'ai juste évoqué le fait qu'on allait mettre en place des capsules d'accompagnement au niveau du réseau et qu'on allait les incrémenter au fur et à mesure, qu'on en apprendrait plus aussi sur le niveau de ces jeunes qui nous arrivent. Parce que pour nous aussi, ça va être nouveau, ça va être des néo-bacheliers, effectivement. Donc, on a un certain nombre d'éléments, mais on ne les a pas encore pratiqués. J'abonde aussi dans ce que tu as dit et je m'adresse directement aux étudiants. Les étudiants qui ont pris maths experte et physique-chimie auront vraiment tous les atouts en main. Par exemple, vous disiez qu'en physique, vous faites les circuits avec des condensateurs cette année, donc les RLC et donc les équadifs. Jusqu'à présent, ils n'en faisaient plus et donc on leur refaisait en première année. Donc ceux-là vont déjà arriver avec un petit matelas de confiance et ce sera très bien. Je fais une remarque, ce qu'il est important aussi, c'est que dans le supérieur, vous vous appropriez l'esprit des programmes de terminale. C'est-à-dire que ça a changé, il ne faut pas partir des anciens programmes et des anciennes connaissances qu'avaient les élèves. Et de même, les professeurs qui sont actuellement en terminale, en première et terminale, doivent un petit peu essayer de comprendre ce dont vous avez besoin, vous. Donc, il y a à la fois un travail à faire en amont et en aval, hein. C'est la seule manière d'y arriver. On réussit à faire, on arrive à faire réussir des bacheliers professionnels en BTS quand on fait ce genre de travail. Ceux qui ne le font pas, les élèves ne réussissent jamais. Donc, il y a un travail en amont et en aval. Catherine Fort pourra vous le confirmer, mais ça fait à peu près 3 ans qu'on travaille à l'anticipation de la modification de ces programmes et qu'on se plonge en détail dans le contenu des programmes, la manière de se former, la manière d'apprendre, etc. Et on a bien conscience que le segment Bac-3, Bac+3 doit être travaillé en continuité. Oui. Vous évoquiez la façon de se former, etc. Justement, une question concerne les méthodes de travail. Est-ce qu'elles vont être identiques? Est-ce qu'il y a des évolutions à mettre en œuvre? Vous voulez dire les manières d'enseigner ou les manières d'apprendre? Les méthodes. Les méthodes, oui. Alors, de toute façon, dans l'enseignement supérieur, l'étudiant doit travailler beaucoup plus en autonomie. Ça, c'est certain. Donc, de ce point de vue-là, il va y avoir des modifications essentielles. Il est par exemple beaucoup plus important de comprendre que de savoir faire. Donc, il y a aussi des modifications que l'étudiant doit avoir là-dedans. Et puis, les enseignements sont par nature assez différents puisque dans le cas de cours magistraux, par exemple, les savoirs sont diffusés, ne sont pas donnés en interaction, sont plutôt donnés, livrés à l'étudiant. Et ensuite, c'est lors de séances de TD que l'on met en pratique ces notions-là. Donc, il y a quand même un temps d'adaptation pour les étudiants à l'enseignement supérieur. C'est une manière de travailler un peu différente. Surtout, beaucoup plus en autonomie et beaucoup plus en confiance. Et je pense que nos étudiants sentent aussi que les enseignants s'adressent à eux éventuellement comme
de futurs collègues ingénieurs avec qui on pourra interagir dans le cadre de nos missions de recherche, par exemple. Donc, Yann Monnery, ça les prépare finalement à l'ambiance de l'entreprise. Dès la classe prépa, peut-être pas, mais en cycle ingénieur, tout à fait, certain. Alors, peut-être pour compléter, Yann, parce que ça rejoint ce que disait M. Delorme tout à l'heure, on a également une part de plus en plus importante de mise en situation au fur et à mesure que l'on avance en classe préparatoire, puis dans le cycle ingénieur. Et au cours de ces mises en situation, on a une vraie réflexion depuis plusieurs années pour évaluer vraiment les compétences de nos élèves et qu'ils soient capables de les auto-évaluer et d'argumenter sur ces compétences, parce qu'on pense qu'en termes d'employabilité et de projet professionnel, pour eux, c'est extrêmement important. merci Catherine Faure. Alors, une des questions concerne le lien lycée-ingénieur. Et il est posé comme question, quelle est la façon de développer collectivement une approche métier? Est-ce que c'est opportun et quelle est la façon de le faire? Alors, peut-être je peux intervenir. Donc, l'approche métier se base notamment sur ce que je viens d'évoquer, les mises en situation. Et puis, c'est vrai qu'on accompagne l'élève, même au niveau de la classe préparatoire, pour qu'il mûrisse son projet d'orientation et son projet professionnel derrière. C'est aussi la force du réseau, c'est que, comme l'a dit M. Monnery, on intègre la classe préparatoire intégrée après un concours. Et ensuite, ça laisse 2 années pour vraiment mûrir son projet et réfléchir à son choix de spécialité. Ça n'oriente pas spécifiquement vers un domaine fixe. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, sur le cycle ingénieur, on poursuit cet accompagnement du projet professionnel de l'élève au travers des cours, au travers d'un tutorat, etc. Donc, pour aller dans le même sens, je fais une remarque. Hein, on n'en parle pas, enfin, on ne parle pas beaucoup. L'épreuve du grand oral, hein, dans la partie épreuve du grand oral, donc c'est pour travailler l'oralité, bien sûr, mais c'est aussi pour qu'il y aura une question systématique sur le projet d'orientation de l'élève. Et ça a une importance aussi. Dès les classes de première et terminale, ils mûrissent son projet d'orientation. Et après, en cycle ingénieur, alors dès la classe préparatoire, il y a un stage d'1 mois qui est effectué par les élèves. Et après, en cycle ingénieur, il y a au minimum 37 semaines de stage en entreprise, une mobilité internationale, une part d'intervenants du monde socio-économique qui est importante, puisque c'est 30 à 40% d'intervenants extérieurs selon les années. Donc, il y a vraiment une confrontation permanente avec le milieu professionnel pour que nos étudiants aient justement accès à de l'information et puissent mûrir ce projet. Justement, Ingrid demandait quelle est l'approche internationale Polytech Montpellier, en particulier les 2 premières années, pour justement cette question que vous évoquez, Catherine Faure, Oui. dont vous êtes investie. Oui, tout à fait. Alors, sur les 2 premières années, l'enseignement de la langue anglaise est bien sûr assuré. Il y a une vraie obligation de mobilité internationale dans la mesure où c'est une recommandation forte de la commission des titres d'ingénieur. Ensuite, pendant le cycle ingénieur, avec un semestre minimum de mobilité à l'international qui peut s'effectuer sous la forme de stage, sous la forme d'études également dans une université étrangère. Très bien. Alors justement, sûrement une question d'étudiant qui demande, avec maths physique cette année en terminale, est-ce qu'il aurait plus de chances d'admission s'il avait une 3e spécialité scientifique? Vous avez évoqué tout à l'heure déjà. Oui. Voilà. S'il est en terminale, il n'a que 2 spécialités de toute façon. Ouais. Donc peut-être il est en première. Il y a beaucoup de questions effectivement sur les spécialités. Ce que j'ai pas dit, donc je voudrais rassurer les élèves, parce que j'ai parlé de triplette purement scientifique. Il est absolument pas interdit en première de prendre 2 matières scientifiques et une matière non scientifique. Donc j'ai pas présenté tout simplement parce que je voulais faire un parallèle avec l'ancien bac S. Mais bien évidemment, un étudiant peut très bien avoir choisi maths, physique, chimie et par exemple SES. Simplement pour être plus, disons, dans les clous au niveau des parcours Polytech, il faut abandonner la matière non scientifique en terminale. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai bien indiqué que le dernier transparent était le plus important, c'est-à-dire c'est d'avoir gardé 2 matières scientifiques en terminale. Oui, parce qu'au niveau du concours GEPI, en fait, on va regarder les notes en mathématiques et dans une 2e spécialité scientifique au choix, les notes d'anglais et les notes du bac de français également. Voilà. Très bien, merci pour ces réponses très claires. Alors, une question qui concerne justement le travail entre lycée et supérieur. Comment est-ce que les inspections
aimerait que ce travail se fasse. Est-ce que tout va bien ou alors il faut trouver des liens supplémentaires entre lycée et supérieur? Donc, monsieur, Oui, il existe déjà un groupe de travail qui s'appelle Bac-3, Bac+3, hein, où cette thématique est prise en compte. Alors, pas seulement pour les carrières scientifiques, pour toutes les études, le choix des études supérieures. Donc, je pense que ça, on peut renforcer ce groupe de travail avec justement un partenariat plus fort avec Polytech, avec les IUT, avec des représentants de la fac de sciences pour justement en même temps promouvoir les carrières scientifiques, parce que vous savez que malheureusement dans ce pays, mais on manque de gens qui s'orientent vers le scientifique. Mais ce groupe existe déjà au rectorat. Voilà. On ne se rencontre pas assez souvent, c'est tout ce qu'on peut dire. Bon, donc la réponse est donnée. Est-ce que quelqu'un va commenter cet aspect-là de lien lycée? Je pense que c'était un peu l'objectif de ce webinaire aussi, hein, c'était de créer des liens avec les lycées, alors de la région en particulier, parce que c'est bien sûr le plus simple pour communiquer, et avec le rectorat. Voilà, donc toutes les actions futures seront les bienvenues. Nous, pour communiquer auprès des lycées, les lycées peuvent nous faire la demande aussi d'intervention. Et puis, effectivement, on est tout à fait prêt à participer à toutes les actions avec le rectorat dès qu'il y en a. Très bien. Alors, il y a une question là qui est certainement d'un élève aussi qui demande est-ce qu'il y a beaucoup de demandes pour les parcours PUP bio? J'étais en train de répondre à cet étudiant par écrit, à cette étudiante par écrit. Alors, effectivement, il y a des demandes pour le parcours bio. Ce qui compte surtout, c'est qu'on offre moins de places dans le parcours bio que dans le parcours sciences et techniques de l'ingénieur, simplement parce qu'on a moins de débouchés derrière. Et donc, c'est de fait un parcours pour lequel la pression est plus forte. Il y a moins de places et éventuellement un même nombre de candidats, ça fait donc une sélection qui est plus importante. Mais quand on s'inscrit sur Parcoursup, le parcours sciences et techniques de l'ingénieur et le parcours bio sont deux choix distincts. Donc, si vous souhaitez faire bio, n'hésitez pas non plus à cocher le sciences et techniques de l'ingénieur pour être quand même pris dans la classe prépa si jamais vous n'êtes pas pris en bio. Voilà. Et puis, des étudiants qui souhaitaient faire bio, qui font en fait le parcours sciences et techniques de l'ingénieur et qui en fait derrière font une spécialité qui concerne plus la biologie ou les sciences du vivant, il y en a beaucoup. Et en général, ça se passe très bien. Oui, justement, il y a eu quelques questions sur les débouchés. Est-ce que vos étudiants, on voit que vous calibrez les promotions avec les possibilités d'emploi, bien sûr. Est-ce que les étudiants de diplômés trouvent facilement, globalement, un emploi? En combien de temps? Alors, je ne sais pas si quelqu'un a les données à l'échelle de tous les départements. Peut-être Catherine. Moi, je les ai au niveau du département matériaux plus. On fait des enquêtes régulièrement. Déjà, on sonde nos élèves quand ils reviennent soutenir leur stage de fin d'études. Puis après, on fait des enquêtes à 6 mois, etc. Globalement, on a plus de 85% des élèves qui, en moins de 6 mois, sont en situation professionnelle. Donc, c'est tout à fait bon comme chiffre de placement. Voilà. Et on a une part de nos élèves qui choisissent aussi de faire une poursuite d'études pour avoir une expérience complémentaire. Par exemple une expérience de management complémentaire, ou bien qui partent sur une thèse de doctorat. Donc actuellement, c'est presque 10% des élèves. Donc aujourd'hui, on n'a pas de problème particulier de placement, et j'ajouterais qu'on n'en a pas eu non plus cette année pour les élèves qui ont connu une partie de la crise sanitaire. Voilà, ce qu'on veut dire. Actuellement, Lionel, je peux connecter, tu peux compléter peut-être sur cette partie-là? Oui, je vais me permettre. Alors peut-être qu'il va y avoir un écho. Vous m'entendez là? Donc, peut-être pour compléter très rapidement, en fait, on est aux alentours de 90% en fait, d'insertion professionnelle au sens effectivement économique et socio-économique. On en a 6-7% qui continuent effectivement en thèse, et puis il y a quelques pourcents qui continuent à faire une spécialité par la suite. Donc, ça veut dire qu'on est proche pratiquement, entre 2 et 6 mois, on est pratiquement à une insertion professionnelle qui est quasi complète. Voilà. Donc, aujourd'hui, et malgré la situation qu'on vient de vivre, alors il faut faire très attention, hein, parce que dans l'année qui arrive, elle risque aussi d'être un petit peu différente.
Mais jusqu'à présent, dans les métiers d'ingénieur, il n'y avait pas de problème d'insertion professionnelle. Ça, c'est clair. Oui, Oui, en fait, là, depuis hier, on a par exemple des journées organisées où on fait parler des anciens élèves. Donc là, ça concerne 2 départements seulement, mais je pense que c'est assez représentatif. Donc, ils ont dit clairement qu'ils embauchaient en ce moment, qu'ils prenaient des stagiaires et pour certains, ils ont même changé de poste et donc de société pendant le confinement. On a eu le témoignage d'un étudiant qui a été recruté en mars l'année dernière sur un poste. Il n'a toujours pas mis les pieds dans l'entreprise où il est maintenant en CDI. donc on va dire que c'est du cas par cas avec la motivation et puis la proactivité de l'étudiant ou du diplômé. Ouais. En tout cas, la situation n'est pas bloquée. Alors, à part quelques élèves peut-être effectivement dans l'aéronautique qui ne va pas très bien, enfin, il y a quand même des domaines où ça ne va pas très bien, mais ça, c'est plus lié au Covid en tout cas qu'à l'école. Très bien. Alors, une question justement qui est posée, c'est au niveau des compétences, au niveau comportemental. Bon, on en attend beaucoup dans les écoles d'ingénieurs, bien sûr, et au PUP. Donc, est-ce qu'elles sont couvertes dans les lycées? Est-ce que les élèves sont préparés? Est-ce qu'il y a un message à passer au niveau des lycées sur ces compétences attendues? Alors, peut-être que notre enseignante peut nous dire quelques mots déjà sur ce qui est fait au niveau comportemental dans les lycées, sur l'autonomie, par exemple, dans le travail. Je ne sais pas trop ce que vous attendez là, à ce niveau-là. Est-ce que vous, au niveau des lycées, on commence à leur demander de faire du travail en autonomie, en équipe, en petits groupes, etc. Et Oui, est-ce que, voilà. oui, ponctuellement, on commence à le faire. Effectivement, bon, vous comprenez bien que là, depuis 1 an, c'est plus compliqué. Non, bien sûr, là, on ne parle pas de En situation. travaux pratiques, en physique-chimie, notamment en travaux pratiques, même en classe, on est censé commencer on est censé même depuis le collège de les faire travailler en groupe. C'est ça. Après, Donc, ça, c'est chaque enseignant, ça dépend des classes, c'est toujours pareil, hein. oui. Mais Donc, par contre, les élèves, je pense qu'ils auront gagné en autonomie avec la crise sanitaire. bien sûr, en autonomie, en créativité aussi, pour rester en lien, pour suivre leurs Oui. cours. Oui, parce que tout n'est pas négatif. Oui, oui, c'est ça. Là, ils auront gagné en autonomie, c'est évident. Et alors, quels peuvent être les modes de développement, justement, de l'autonomie des élèves sur des notions d'apprentissage collectivement, à Polytech, par exemple? Oui. Caroline? Oui, je pense qu'au travers des projets qui apparaissent dès les premières années de prépa intégrée et qui se déroulent tout au long de la scolarité, les élèves apprennent à travailler en petits groupes, en plus grands groupes. Et donc, il y a beaucoup de projets tout au long du cursus. Donc, c'est le stade au-dessus des travaux pratiques. Les travaux pratiques, c'est plutôt une mise en application des connaissances. En projet, ils doivent essayer de répondre à une problématique avec différents outils. Et ils ont des projets dans toutes les matières. Donc, je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre en collectivité et d'apprendre en groupe. Alors, et j'ajoute pardon, que c'est aussi l'occasion pour nous d'évaluer des compétences plus dites transversales, les fameuses soft skills, comme leur capacité à travailler en équipe, leur capacité à manager, etc. Donc, pour nous, c'est c'est l'occasion d'évaluer des compétences plus au cœur de métier, scientifiques et techniques, et des compétences transversales. Si, par contre, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a quand même cet enseignement scientifique en première, en terminale, ou notamment en première, il y a quand même un projet en fin d'année. Mais bon, l'année dernière, ça n'a pas pu encore être mis en place. Donc, si, il y a des choses quand même qui évoluent dans ce sens-là. OK. Je peux compléter? Oui, bien sûr. Juste un retour de terrain. Les étudiants, probablement du point de vue de la méthodologie, ce qui les surprend le plus quand ils arrivent chez nous, c'est que l'information dont ils ont besoin pour résoudre un problème qui se pose ne leur est pas distribuée sous la forme d'un protocole à suivre. Il n'y a pas étape 1, étape 2, étape 3. Ils ont des informations dans des bouquins universitaires, ils ont des informations dans un cours qui leur est dispensé par un enseignant de cours magistral, ils ont des informations d'une nature un petit peu différente dispensées par un autre enseignant qui leur fait les travaux dirigés. Et c'est en réalité quelque chose qui les déstabilise un peu au début, mais ils s'y adaptent très vite et très rapidement, ils voient que c'est une richesse parce que
il y a des étudiants qui sont plutôt auditifs, d'autres étudiants qui sont plutôt visuels, etc. Et en fait, dans ce panel d'informations, ils finissent par trouver l'information qui leur correspond à eux. Voilà, c'est peut-être des retours qu'ils nous font, la chose qui évolue le plus. Si je peux me permettre une remarque, hein, parmi les enseignements de spécialité de terminale, le seul enseignement où il y a du projet, et il y a un projet de 72 heures, c'est en sciences de l'ingénieur. Dans aucune autre discipline, mis à part ce que vient de dire Madame Bardy, effectivement, sur le tronc commun de sciences. Alors, leur tourne, on a quelques questions sur le concours GEPI, et, en général d'ailleurs, et pendant la période Covid. On sent que c'est une inquiétude, une interrogation. Alors, je vais les poser, il y a eu plusieurs questions, je vais les poser et puis on verra que peut-être pour y répondre globalement. Est-ce que les épreuves écrites seront maintenues? Est-il possible que les épreuves soient effectuées en distanciel? Les auditions seront-elles justement en distanciel? Est-ce qu'elles vont être annulées? Quelles notes sont regardées pour intégrer le concours GEPI Polytech? La différence entre le PIP et la classe préparatoire classique, ça a été traité déjà. Donc, voilà, des questionnements, là, on sent qu'il y a un peu de flou et d'inquiétude. On peut répondre avec certitude sur les notes qui seront regardées. Ça c'est possible. On regarde les notes de maths, de physique, d'anglais en première, la note de bac de français et en terminale, note de maths, d'anglais et d'une deuxième spécialité scientifique au choix. Voilà. Et sur cette base-là, il y a une étude de dossier qui est réalisée pour tous les candidats au niveau national. Et pour ceux qui ont abandonné mathématiques? Et pour ceux qui ont abandonné mathématiques, le dossier est tout de même traité, mais avec une pénalité. Voilà. Donc, pour ceux qui ont un peu lâché leurs cahiers et leurs livres, vous pouvez vous y remettre. Vous avez les disciplines clés qui vont être regardées. Merci Catherine Faure pour ces précisions. Alors, est-ce que, on a une question un peu étonnante, est-ce que certaines écoles ou spécialités permettent de devenir architecte? Il y a une école d'architecture. L'école ne délivre pas de diplôme d'architecte. L'école délivre un diplôme d'ingénieur. Voilà. Après, on souhaite colorer son parcours avec des composantes liées à l'architecture. Notamment, on a beaucoup de spécialités liées au génie civil. C'est tout à fait possible, mais l'école ne délivre pas un diplôme d'architecte. Donc, repenser les doubles formations, les réorientations, hein, ou les spécialisations complémentaires après le diplôme d'ingénieur de Polytech. Après, c'est peut-être un peu loin pour les étudiants, mais colorer soi-même son propre parcours d'ingénieur, il me semble que c'est une chose qui est tout à fait possible. On peut travailler à colorer son parcours au travers des stages qu'on choisit de faire, au travers de certains projets, au travers de projets complémentaires qu'on souhaiterait faire. C'est-à-dire que dans la formation d'ingénieur, si vous souhaitez faire un projet additionnel par vous-même, vous pouvez être épaulé par les enseignants. Rien ne vous empêche de faire ça. Donc, il me semble que c'est possible de colorer son parcours. Très bien. Est-ce que pour les intervenants, il y a une question que vous souhaiteriez aborder qui n'a pas été suffisamment traitée? Je voudrais peut-être poser une question, si vous permettez, et notamment à Madame Bardy-Méjean. En fait, vous, en tant qu'enseignante, effectivement, dans le secondaire et donc en lycée, qu'est-ce qui vous manque comme information de la part du supérieur? Qu'est-ce que vous aimeriez voir apparaître peut-être d'une manière un petit peu plus forte au niveau du lycée, ou finalement ce qui se fait aujourd'hui entre le lycée et le supérieur est suffisant? Alors, moi, je parle pour mon lycée. Donc, au niveau, nous, du lycée, on a déjà une convention avec l'IUT. Donc, l'IUT vient maintenant faire des présentations tous les ans. Ils sont venus vendredi dernier présenter les départements scientifiques. Donc, ils expliquent bien aux élèves ce qu'ils attendent d'eux, comment ils les recrutent. On arrive même à faire prendre des élèves en mini-stage. Donc, ça, c'est bien pour nous. Donc, on a un échange avec les collègues de l'IUT. On fait pareil avec les collègues de Joffre. Une collègue de Joffre est venue hier. Alors, effectivement, j'en avais parlé avec Madame Vigreux. Peut-être qu'il serait intéressant qu'on fasse le même type d'échange avec vous. Parce qu'on a beaucoup d'élèves, nous, quand même, qui sont intéressés par vos formations, qui passent le concours. Un des collègues prépare, jusqu'à présent, on avait 1 ou 2 collègues qui préparaient quand même à partir de février le concours Polytech avec les élèves.
on avait des heures sur la pause méridienne réservées à cette préparation de concours. Donc oui, je pense que ça pourrait être un plus. Oui. Parce que c'est vrai que souvent, on manque un petit peu d'informations sur ce qui se fait dans ces préparations. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. On a déjà vu ensemble qu'on pouvait se déplacer. Il n'y a pas de problème. Il suffit de nous donner les dates et puis on trouvera quelqu'un parmi nous qui pourra venir présenter le réseau et répondre aux questions des élèves. Parce que c'est vrai que c'est un échange qui est intéressant. Les élèves sont contents. Nous aussi, ça nous permet aussi de mettre un visage, d'avoir des contacts. Je trouve que c'est intéressant. Le retour est intéressant. Et effectivement, je pense que Monsieur Delorme a raison. On a peut-être, il faudrait peut-être qu'on travaille davantage sur cette liaison entre le lycée et le supérieur. Ça manque. Nous, on n'est pas toujours au courant de vos attentes et vous n'êtes pas toujours au courant de ce qu'on fait, ce que je conçois. Parce qu'on n'a quand même pas tout à fait le même mode de fonctionnement dans le secondaire. Bien sûr. Donc, ça peut toujours être positif. Bien sûr, on est complètement ouvert à venir, il n'y a pas de souci. D'accord, c'est entendu. Il est à parier que si les élèves rencontrent les écoles et l'école Polytech notamment, rencontrent aussi des entreprises, ça leur permet un peu de se mettre au diapason de leurs envies et de leurs capacités pour choisir une filière, en fait. OK. Alors, je voudrais passer, si vous n'avez plus de questions, on a fait l'essentiel des questions. Moi, j'ai un élément de réponse, pardon, Perla, sur ce que vous nous avez posé comme question tout à l'heure sur le maintien ou pas des épreuves écrites et orales. Parce qu'on a notre gestionnaire à mission qui écoute et qui, du coup, m'a envoyé la réponse. C'est magnifique. Voilà, donc c'est pour répondre à tous les étudiants. Donc, sur Parcoursup, le 10 mars, on saura si les épreuves écrites ou orales sont maintenues. Mais si la situation sanitaire se dégrade et qu'elles ne sont donc pas maintenues, elles pourraient être annulées même en avril. Voilà. Et ça, on le saura plus tard. Pour l'instant, ça, on n'a pas de certitude à ce niveau-là. Pour l'instant, c'est maintenu. Pour l'instant, c'est maintenu. Et est-ce que les entretiens peuvent être envisagés à distance? Ça n'a pas été fait l'année dernière. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose qu'on envisage? Moi, je ne le sais pas. Oui, pour l'instant, au niveau du réseau, ça n'a pas été évoqué, hein, je ne crois pas. Ce qui est sûr, c'est que je pense que techniquement, on est beaucoup plus au point que l'année dernière pour les faire, si on doit les faire. Mais là aussi, on fera comme tout le monde, je crois qu'on s'adaptera en temps réel à la situation. Est-ce qu'au niveau de l'académie, justement, il y a des recommandations liées à ces auditions à distance ou c'est justement oraux possibles à distance ou pas? Monsieur Delorme, le micro est coupé. Au niveau de l'académie, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ce qu'on sait, nous, c'est que les épreuves qui auraient dû avoir lieu le 15 et 16 mars, Oui. les épreuves de spécialité, ont été annulées par le ministre et elles seront remplacées par des notes de contrôle continu qui remonteront dans Parcoursup à partir du 2 avril. Oui. Après, si vous voulez, on n'a pas la main sur les concours des différentes écoles qui ont toutes des modalités qui leur sont propres. D'accord. Alors, peut-être un mot sur les concours, puisqu'il y a des discussions, bien entendu, entre les réseaux et le ministère, pour voir en fonction des conditions sanitaires, savoir effectivement quelles sont les meilleures modalités à mettre en place à l'instant donné. Il se trouve que, typiquement, l'année dernière, on avait remplacé effectivement le concours GEPI, donc les écrits par, effectivement, on a été obligé de changer, comme beaucoup d'écoles, par, effectivement, des notes de dossier, avec des changements de critères. Mais par contre, typiquement, le concours à E3A, CCNP, rentrée donc à Bac+2, avait été maintenu à l'écrit parce qu'on pouvait le faire. Voilà. Donc, la volonté aujourd'hui, c'est plutôt d'essayer de maintenir effectivement le concours dans sa forme et on s'adaptera, bien entendu, en fonction des conditions sanitaires. Ce qu'on peut dire pour rassurer les élèves qui nous écoutent, que tout est fait pour ne pas qu'ils perdent ni de temps ni de compétences. OK. Alors, on arrive un peu au terme de on nous reste 5 petites minutes, donc j'aimerais savoir si vous avez d'autres points à évoquer. Sinon, je reprendrai quelques questions. Non, c'est bon. Donc, il y a eu quelques questions sur l'international. Vous y avez répondu en partie. Il y a eu une question aussi
sur des journées d'immersion. Est-ce que Polytech fait des journées d'immersion? Je viens d'y répondre. Oui, Je ne sais pas ce qui est entendu exactement par journée d'immersion. En classe prépa, il y a un stage obligatoire entre la première et la deuxième année. oui. Et ensuite, en cycle ingénieur, il y a à peu près un tiers de la formation qui se déroule en stage, donc notamment en entreprise. Donc ça, c'est vraiment, je ne sais pas s'il peut y avoir plus d'immersion que ça, notamment les 6 derniers mois du cycle ingénieur sont consacrés à faire un stage de fin d'études en entreprise. Très bien. Je vais passer la parole à Liliane Drey, donc, qui voulait dire un mot, et avant de conclure avec Lionel. Oui, juste un mot. Moi, j'ai le sentiment que de nombreux facteurs ont éclairé ce webinaire, réforme du bac, gestion de crise, exigence des programmes, on l'a vu apparaître, choix stratégique des spécialités. Tout ceci a montré que les jeunes qui vont arriver dans l'enseignement supérieur vont avoir besoin d'accompagnement. Et on a entendu que ce soutien semble bien prévu pour l'école Polytech. Donc déjà, ce serait un peu rassurant. Puis on a eu aussi le sentiment que les intervenants d'aujourd'hui ont eu certes le souci de préciser, d'éclairer les formations, mais on a aussi senti une certaine bienveillance, dans le sens où vous avez voulu être rassurant pour donner confiance aux jeunes. Moi, j'avais juste une petite question. Il me semble qu'à la rentrée 2019, on avait parlé à l'école Polytech de formation en alternance. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est un projet qui a pu voir le jour? Comment ça fonctionnait? On a plusieurs formations en alternance qui existent, dont certaines depuis déjà plusieurs années. Aujourd'hui, on a 4 formations d'ingénieurs qui se déroulent en alternance pendant 3 ans sous la forme d'apprentissage. On a également de l'alternance possible en dernière année dans toutes nos spécialités d'ingénieurs avec les contrats de professionnalisation. Et puis, à Polytech, on a également des diplômes d'établissement dans lesquels on pratique de l'alternance, donc pour une spécialisation niveau Bac+6. Voilà, donc l'alternance, elle est bien présente chez nous à différents niveaux et de différentes façons. Le but a été atteint, une véritable passerelle entre les lycées et l'enseignement supérieur. Alors, ça correspond tout à fait à votre mission de volonté d'immersion permanente. Avant de donner le mot de la fin au directeur de Polytech, je voudrais simplement vous remercier tous pour votre attention, remercier pour les questions qui ont été envoyées, remercier les intervenants pour tous ces éclaircissements et cette attention portée à l'orientation et à l'intégration. C'est de très bon augure pour nos jeunes et pour nos futurs diplômés. Je voudrais aussi dire que le webinaire pourra être retrouvé sur le site de Polytech pour ceux qui ont envie justement de le réécouter ou de le transmettre à des collègues qui n'auraient pas pu suivre le webinaire. Je voudrais à présent laisser le mot de la fin à justement Lionel Torres, qui est directeur de Polytech, je rappelle, Montpellier. Très bien, merci à Perla et puis à Liliane d'avoir animé. Ça a été un plaisir de partager ce webinaire avec vous. Merci à tous les collègues qui ont préparé les supports, qui ont accepté aussi d'avoir ces échanges-là. Je crois que le message a été relativement clair. Hein. Tu as parlé de bienveillance. Oui, on est dans cette étape-là de bienveillance parce que je pense que la situation sanitaire, elle est complexe, bien entendu, pour les lycéens et pour les étudiants, mais d'une manière générale. On a effectivement un comportement de bienveillance vis-à-vis effectivement de nos élèves, de telle manière qu'ils réussissent. Donc, j'ai parlé tout à l'heure d'accompagnement. Je crois qu'on est vraiment dans cette démarche-là, qui est une démarche effectivement d'accompagnement vers la réussite. Voilà, donc je vois qu'il y a encore effectivement des questions qui continuent à tomber, donc ça prouve qu'il y a encore de l'intérêt. Peut-être dire qu'on va se retrouver le 6 mars, donc on a les journées portes ouvertes, malheureusement en virtuel, on va préférer que ce soit effectivement en présentiel, mais ce sera en virtuel, qui permettront de répondre là vraiment d'une manière très spécifique, département par département, filière par filière, pour aller voir et aller, j'allais dire, gratter le contenu, entre guillemets, un petit peu de ces différentes spécialités.
Voilà, donc merci à l'Académie aussi, hein, donc, de Montpellier, hein, qui nous a accompagnés dans cette démarche-là. Hein. Ça fait quelques temps qu'on travaille, bien entendu, ensemble avec effectivement l'Académie de Montpellier, c'est toujours un plaisir. Et voilà, on est vraiment prêts, bien entendu, et à continuer cette démarche-là. Et puis même peut-être de renforcer cette démarche-là vis-à-vis effectivement des lycées. Je pense que ce qu'a dit Mme Bardi était intéressant tout à l'heure, de savoir effectivement d'avoir une présence peut-être un peu plus forte. C'est vrai qu'on est sur une école qui recrute au niveau et sur un bassin qui est national, mais il y a aussi effectivement un travail à faire sur le territoire. Et donc, je pense que c'est important effectivement de maintenir effectivement aussi cette notion de territoire. Voilà, donc merci à tous. Merci, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, j'espère qu'on aura le plaisir de se revoir très bientôt. Et puis, pour tous ceux qui le veulent, beaucoup d'informations sur le site de Polytech Montpellier avec les contacts. Il ne faut pas hésiter à utiliser, à nous recontacter par la suite. On aura plaisir à vous répondre. Voilà. Merci. Et au revoir à tous. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Bon courage aux étudiants. Oui, surtout. Bonne idée. Au revoir. Au revoir à tous et surtout n'hésitez pas à nous solliciter. Alors, je parle aux enseignants de lycée, hein, aux proviseurs, aux CPE s'ils veulent qu'on intervienne dans leurs établissements. Et puis aux élèves qui peuvent continuer à poser leurs questions, il n'y a pas de souci, on y répondra. Donc voilà, on est parti sur une co-construction de parcours d'éducation et plus tard de réussite. Merci infiniment à tous. Et puis, je vous rappelle que le webinaire est sur le site de Polytech.